Yo Kamela. Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Uji unvwa. Nyosonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. Samedi 22 février 2025, le président de la République, Félix Tshisekedi, avait annoncé la formation d'un gouvernement d'union nationale face à l'agression rwandaise. Félix Tshisekedi l'avait dit lors d'une rencontre avec les membres de l'Union sacrée. Quel profil pour ces gouvernements d'union nationale? J'en parle avec M. Ogi Mamoni, qui est cadre du parti politique Action commune pour la République du député national Eliezer Ntambwe. Bienvenue, M. Ogi Mamoni. Oui, bonjour madame, merci. Je voudrais vous soyez encore... pour une troisième fois, je pense. Oui, une troisième fois, oui, exactement. Mais avant d'aborder ce sujet, nous allons commenter un peu ces sujets aussi, les sujets d'actualité, qui est notamment dominé par la deuxième sortie médiatique de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, mais aussi ces suspensions, la suspension des relations commerciales, plutôt j'allais dire, entre le Canada contre le Rwanda et l'Allemagne qui a gelé de nouveau l'aide financière, une aide financière plutôt au Rwanda. Et mesdames et messieurs, ce sont toutes ces questions d'actualité que nous allons commenter tout au long de cette émission. Monsieur Guy Mamoni, hier, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, fait une deuxième sortie médiatique. Oui. Quelle analyse faites-vous? J'ai suivi ça ce matin. J'ai même suivi donc, la version anglaise. Vraiment, j'ai tout suivi. Je n'ai pas vraiment trouvé quelque chose de mal à ça. Il s'est exprimé. C'est son droit. Il a essayé un peu de bon. J'entends beaucoup de gens qui sont en train de dire qu'il n'a pas mentionné le Rwanda, mais tout dépend de lui. Tu sais, vous savez, donc c'est ça justement la politique. La politique, donc, il suffit seulement de suivre seulement donc, les messages derrière ce que la personne est en train de dire. La personne n'est pas censée de tout révéler, donc de citer les noms. C'est simplement par son message que tu peux comprendre que non, oui, la personne est en train de faire la politique, la personne est en train de dire ceci, cela. Il faut seulement comprendre son message, c'est tout. Donc, on a dit que pour cette deuxième sortie médiatique, Joseph Kabila demande à ce que toutes les armées étrangères doivent quitter la République démocratique du Congo. C'est comme si il s'est contredisé par rapport à sa première sortie médiatique. Non, moi je dirais ceci. Quand M. Kabila, l'ancien président de la RDC, dit que non, que toutes les armées étrangères doivent sortir du pays, parce qu'il sait très bien qu'il y avait un moment donné, on parlait du M23, on parlait donc, on posait souvent la question, est-ce que ces militaires-là sont des Congolais ou pas? C'est une grande question, même les Occidentaux nous ont posé donc, cette question-là. Mais apparemment, au commencement, on disait que non, ce sont des étrangers. Après, à un moment donné, on a dit que non, tous ces gens-là, ce sont des Congolais. Alors pourquoi est-ce que M. Kabila va encore dire que non, qu'il va inclure donc l'armée du M23
dans les armées étrangères. Mais non, parce qu'on sait déjà que les M23, d'après ce qu'on dit maintenant, d'après ce qu'on on cherche à nous faire croire, ce ne sont pas des étrangers, ce sont des Congolais qui sont soutenus par les Rwandais. Mais alors, lorsque Joseph Kabila dit que nous avons encore de l'énergie pour continuer à servir, et notre intention est d'être disponible pour servir le pays, ça signifie quoi d'après vous? Moi, je dirais ceci. Cela n'est pas... Parce que souvent, quand j'entends ça, les gens sont en train de paniquer. Il y a des commentaires par-ci, par-là. On dit que non, ils cherchent maintenant à reprendre encore le pouvoir pour devenir encore président. Il a déjà servi, il a déjà servi le pays pendant 18 ans. D'après la Constitution, il ne peut plus être président de ce pays, à moins qu'on change la Constitution. Tant que la Constitution ne sera pas changée, il ne peut pas revenir dans ce pays en tant que président et devenir encore président de la RDC. C'est impossible. Et quand il dit qu'il a encore l'énergie de servir, il peut aussi servir le pays en tant que... Parce que, premièrement, c'est un sénateur à vie. Tu vois, il peut aussi venir servir le pays en tant qu'un civil, en tant qu'une autorité. Donc, ce n'est pas nécessairement qu'il veut devenir aussi, il veut devenir encore un président de ce pays. Ben, mais Guy Mamoué, dans ceux qui n'ont bien pour Joseph Kabila Ozonga, malgré la sortie médiatique, d'après une intention, mon côté, Joseph Kabila, il faut répondre au pouvoir, ou bien il y a une analyse, nous avons estimé que Joseph Kabila a Ozonga pouvoir, parce que la Constitution, ils ont empêché, et ça s'allie à 2 mandats. Non, mais moi je dis ça par rapport à la loi. Par rapport à la Constitution, déjà de 1, et de 2, une personne qui a déjà servi le pays pendant 18 ans. Mais le lobby qui a intention, le lobby qui a intention, il y a une énergie à cause ça de la mboka. Oui, énergie ne veut pas nécessairement dire seulement qui doit seulement servir le pays en tant que président de la République. C'est pas seulement ça. Kabila n'est pas la seule personne qui peut être président de ce pays. Il y en a beaucoup, il y a des milliers de Congolais qui sont là, qui sont aussi intelligents, qui ont aussi l'expérience, qui peuvent aussi apporter un plus dans ce pays. Il n'y a pas que Kabila. Je disais aussi, bon, on ferme la parenthèse de cette sortie médiatique de Joseph Kabila, mais il y a aussi, par rapport à l'agression rwandaise, on voit au niveau de la communauté internationale, les taux s'y resserrent, la sanction Isokoya. On a vu que le Canada qui a suspendu ses relations commerciales avec le Rwanda et a annoncé une aide humanitaire de 15 millions de dollars américains à la RDC. L'Allemagne gèle de nouveau ses engagements financiers envers le Rwanda. Sanction, monsieur Guy Mamoni, est-ce qu'il y a une victoire diplomatique il y a RDC face à l'agression rwandaise? Oui, pour un début, c'est quand même une victoire diplomatique, oui. Mais moi, je trouve que ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. On doit encore faire encore plus que ça. Parce que, entre-temps, pendant que nous, on est en train de sillonner par-ci, par-là, en train de demander aux Occidentaux de venir nous soutenir, de venir chasser les Rwandais d'ici de ce pays-ci, pendant ce temps-là, les M23 continuent toujours à avancer. Et avec ça, où est-ce qu'on va... donc, avec mais, tout ce qu'on... Mais ils sont en train de fragiliser quand même le Rwanda déjà, si, comme le Canada qui suspend ses relations commerciales, ce n'est pas une manière de fragiliser le pays, le Rwanda, de le contraindre de quitter les sols congolais. Oui, c'est une façon sinon de faire pression seulement. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu fais pression une personne, un pays plutôt, que vraiment ça va marcher. Parce que le Rwanda eux-mêmes, ils ont dit que non, que ce n'est pas encore ce genre de sanctions qu'on commence à imposer au Rwanda qui va l'empêcher de continuer à faire leur route. Eux-mêmes, ils ont dit ça. Parce que moi, je dirais, par exemple, mettons un peu l'exemple, si on a cité un nom du pays, la France, par exemple. Qui ne sait pas que la France est en train de jouer à l'hypocrisie? Qui ne sait pas ça? Des choses pareilles, oui, c'est bien bon de sanctionner, mais faites ça. Donc, ça doit se passer aussi rapidement. Non seulement c'est parce que vous savez, tous ces gens savent que la RDC est en train de souffrir. On est vraiment attaqué, la RDC est en train de souffrir. La population est en train de se déplacer chaque jour. Combien de gens vont continuer à mourir du jour au lendemain? Mais alors, s'il faut durcir les sanctions diplomatiques, d'après vous, quelles sont ces sanctions qui doivent être plus contraignantes pour le Rwanda? Moi, je dirais que si, par exemple, parce que les Européens, bon, les Occidentaux comme ils sont là,
Si aujourd'hui ils disent que non, qu'eux aussi vont commencer à envoyer leurs militaires ici pour venir soutenir notre armée, moi en tout cas je trouve que ça sera donc la meilleure des solutions. Parce que c'est bien bon de dire que non, on va sanctionner le Rwanda financièrement, on va sanctionner le Rwanda, ceci, cela. C'est bien bon. Mais entre-temps, la guerre continue toujours ici. La guerre continue. Et qui ne sait pas que donc, tant que le M23 est en train d'avancer, le Rwanda est toujours derrière eux. Qui ne sait pas ça? D'après vous, il faut que cette communauté envoie leurs troupes. Leurs troupes ici oui, pour combattre aux côtés des FARDC. Exactement. Que ça sera la meilleure sanction de la communauté internationale. Voilà, exactement. Mais comme qui ne sait pas que les Occidentaux sont des grands hypocrites. Ils peuvent être là en train de vous dire ceci, en train de dire non, on fera ceci, on fera cela, mais entre-temps, derrière votre dos, ce n'est pas toujours le cas. Donc vous estimez que ces sanctions-là sont faibles? Voilà, très faibles, oui. Donc ça ne va pas empêcher le Rwanda de continuer à laisser la RDC? Non, ça en tout cas, c'est passé. Mais en interne, qu'est-ce que vous proposez? Moi, je dirais ceci. Entre-temps, oui, on est en train de jouer à la diplomatie, c'est bien bon. Mais entre-temps, on doit d'abord, notre gouvernement, je demanderai au président de la République de faire un effort, de renforcer notre armée, notre FARDC là-bas qui est au front. Parce qu'ils ont besoin d'aide. Ils n'ont pas d'armement, ils n'ont pas de nourriture. Non, on doit se rassurer que nos militaires doivent être en forme, non seulement en forme, hein, ils doivent aussi avoir, donc le moral doit être là. Parce que s'il n'y a pas de morale, ils ne feront absolument rien. Ils vont continuer à fuir. Et entre-temps aussi, ils doivent aussi faire un effort de collaborer avec le Wazalendo. Parce que tant qu'il n'y aura pas une collaboration... Mais c'est ce qui s'est fait, non, M. Guimamou? Non, pas tout le monde, non, pas du tout. Parce qu'on voit toujours, on entend toujours qu'il y a toujours donc, des ennuis, il y a toujours des soucis entre le Wazalendo et nos soldats là-bas. Et souvent, on entend même carrément que les Wazalendo sont en train de se battre là-bas eux-mêmes sans la FARDC. Et ça, c'est pas normal. Mais là, il y a des sanctions, sûrement qu'il y aura des sanctions auprès de généraux parce que les... Bah oui, bien sûr. Voilà justement, voilà justement, c'est pour ça que moi j'aime le système non de blanc, c'est-à-dire une personne qui a déjà fait plus de 20 ans dans l'armée et que la personne a déjà vieilli, la personne doit ne fût-ce qu'aller à la retraite et donner aussi la place aussi aux jeunes d'aller et d'aider le pays à avancer. Parce que quand on voit tous ces colonels, tous ces majors, tous ces généraux qui sont en train de fuir le front, c'est vraiment honteux. Parce que ce sont des gens qui sont déjà fatigués, ce sont des gens qui ne veulent plus se battre. La plupart d'eux, ils sont là-bas à l'est du pays seulement pour faire le commerce. Ça, c'est malheureux. Mais entre-temps, on a beaucoup de gens qui sont ici au pays, qui veulent travailler pour le pays, qui veulent servir le pays, mais ils sont nous sommes vraiment bloqués, on est limités. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont là déjà, qui sont à la même place depuis longtemps, ils veulent continuer à faire leur commerce, alors ils ne veulent pas que le pays puisse avancer. Donc on doit les envoyer en retraite, c'est les plus âgés qui n'ont plus l'énergie physique, assez de force physiquement. Exactement. Pour être au front, il faudrait, c'est ce que vous proposez. Mais vous êtes notamment, là vous les dites en tant qu'expert, parce que vous êtes un expert, vous avez un expert militaire, vous avez œuvré pendant 30 ans aux États-Unis d'Amérique comme un militaire. Ah oui, exactement. Et quand je vois ce qui se passe, il y a des fois même, quand je vois, par exemple, une autorité, donc un officier, tu vois donc son aspect physique, tu te dis, mais franchement, lui, donc cette personne-là, ce papa-là, en principe, il doit déjà être à la retraite. Il ne peut plus commander donc, tout un régiment, il ne peut pas. C'est impossible. Et voilà maintenant ce qui arrive maintenant. Voilà les résultats. Et tout ça, ce sont des choses que moi je demanderais au président, à notre président, que vraiment, il faut vraiment regarder sur cette situation. C'est vraiment grave. On doit vraiment changer les choses dans notre armée. Ça, c'est pas bien. Mais monsieur Guimamou, changer les choses à l'armée, entre-temps, il y a des choses qui se déroulent sur le terrain. Au niveau du gouvernement, on nous demande cette mobilisation autour des FARDC. C'est le cas de votre parti politique. La SER mobilise les Congolais pour faire face à cette agression rwandaise. Oui, notre président national, Eliezer Tambwe, il est
Donc, depuis que cette guerre a commencé, il est toujours en train de mobiliser les gens, en train de parler, en train de calmer notre population parce que les gens sont tellement inquiets. Parce que quand les choses ont commencé, la majorité de nos autorités du pays, ils étaient donc silencieux. Personne ne parlait. Personne ne voulait donc montrer sa position. Mais les étaient toujours en train de parler, en train de défendre le pays. Et ça, c'est vraiment un vrai patriote. Mais dans le cas pareil, maintenant que depuis que j'ai fait un constat, depuis que le président a annoncé la sortie du nouveau gouvernement d'union nationale, mais je vois maintenant beaucoup de gens, beaucoup des hypocrites qui ne disaient absolument rien, et tous sont là maintenant en train de faire semblant, en train de jouer au jeu, là, comme s'ils sont là en train de travailler en train d'encourager la population. Mais depuis tout ce temps, vous étiez où? Donc, puisque j'entre déjà dans mon sujet, gouvernement d'union nationale, vous venez de les dire que là, ce sont vos membres de l'Union sacrée que vous accusez d'être hypocrites parce que le président de la République a annoncé la formation d'un gouvernement d'union nationale. Mais ça ne sera pas que de l'Union sacrée. Ça sera un gouvernement de cohésion, société civile, opposition, majorité présidentielle, ensemble. D'après vous, quel est le profil que le chef de l'État doit avoir pour configurer pour cette formation du prochain gouvernement d'union nationale? Moi, je dirais ceci, que moi, si j'aurais un petit conseil à donner au président de la République, je dirais ceci. Cette fois-ci, on doit vraiment faire un effort d'échanger un peu carrément tous les membres du gouvernement. Il y a des centaines de Congolais qui sont là ici, au pays, qui veulent travailler, qui peuvent aussi changer les choses, qui peuvent aussi apporter un plus. Ce n'est pas toujours les mêmes personnes, les mêmes ministres qui sont là, qui doivent toujours revenir à tout moment. On doit changer un peu les choses parce que donc, nous tous, on a l'amour du pays. Mais le problème qu'il y a, c'est quoi? Qu'on ne donne pas cette chance-là de venir, d'appliquer notre expertise. Et maintenant, c'est un moment qu'on a besoin de travailler ensemble parce que le pays a besoin d'aide. Notre population souffre. Alors cette fois-ci, moi je dirais qu'on doit choisir comme des gens, on ne doit pas suivre seulement dans les CV. Le CV c'est bien bon, mais aussi, on doit surtout aussi regarder aussi l'expertise de la personne, l'expérience que la personne a, qu'est-ce que la personne peut apporter avec tout ce qu'on est en train de passer sur le pays. Ça, c'est très important. L'expertise, mais pas des technocrates? Moi, je dirais technocrate, c'est bien bon, mais moi, je dirais plus l'expertise, parce que quand tu as l'expertise, quand tu as l'expérience, au moins, tu pourras travailler facilement. Tu pourras apporter donc, des résultats plus mais rapidement. au sein de l'Union sacrée, il y a deux ministres qui ont fait 10 ans, d'autres qui ont travaillé avec l'ancien président Joseph Kabila, qui se retrouve encore au gouvernement, au régime du président Félix Tshisekedi. Ces personnes-là ont de l'expérience, mais sur terrain, parfois, les résultats plutôt sont alarmants. Est-ce que vous pensez que pour le Congo, pour bien gérer le Congo, on a juste besoin de l'expertise? Parce qu'il y a aussi de l'expérience, il y a au sein du gouvernement ces gens qui ont fait 15 ans dans des postes ministériels. Oui, moi je dirais ceci. Ce qui est très important, c'est quoi? C'est quand on nomme une personne dans un poste ministériel, on doit vraiment se rassurer que cette personne-là peut apporter un plus. Parce que tu ne peux pas prendre un avocat et lui mettre par exemple, lui nommer comme ministre de l'Intérieur, ou bien ministre de la Défense, ou bien ministre de je ne sais pas quoi. Cette personne-là n'a pas l'expertise déjà. Et des deux, ça prendra beaucoup de temps parce que la personne ne pourra pas réfléchir normalement, la personne ne pourra pas prendre de bonnes décisions parce que la personne n'a pas l'expérience. Donc il faut prendre des technocrates, les gens qui sont des techniciens dans leur domaine. Dans leur domaine, oui, dans leur domaine aussi, oui. Et non seulement ça, ces gens aussi doivent aussi avoir aussi l'amour, donc ils doivent aussi travailler. Parce que je vois beaucoup de gens qui sont là, mais qui ne font absolument rien. Ils ne travaillent pas parce qu'ils savent qu'ils se connaissent avec le président de la République, ou bien ils se connaissent avec une telle personne. Alors on va leur, même qu'ils travaillent bien ou pas, on ne va pas le bouger. Il sera toujours là éternellement, au même poste. Et ça, c'est pas bien.
Monsieur Guy Mamouni, est-ce que vous pensez que le gouvernement d'union nationale, à l'heure actuelle, peut apporter quelque chose, peut résoudre la crise actuelle? Oui, il faut former les gouvernements d'union nationale, l'opposition qui vient, qui répond à l'appel du président de la République, la société civile aussi de même, ensemble, toutes les forces vives du pays. Qu'est-ce que ça va changer dans la formation d'un gouvernement d'union nationale? Moi, je dirais ceci. Quand le gouvernement Soumouno était sorti l'année passée, j'ai déjà dit aux gens que moi, je ne crois pas que ces gens-là, ce gouvernement fera quelque chose de bien. Je ne crois pas qu'il y aura vraiment un bon résultat. Pourquoi? Par rapport à ce que vous n'étiez pas là? Parce que non, pas du tout. C'est parce que... Vous roulé dans la farine, voilà. Non, pas du tout. Au nom de la frustration, il fallait... Non. Vous avez déjà jeté un mauvais œil au gouvernement. Non, pas du tout. Parce que j'ai vu la façon dont on a placé donc, des gens au poste ministériel. Je me suis dit, mais mon Dieu, c'est pas possible ça. Ce n'est pas possible. Mais cette personne-là n'a pas l'expérience d'être dans un tel endroit, avoir ces ministères-là. Mais qu'est-ce que par exemple, je peux donner par exemple, je peux pas ne pas citer parce que non, sinon on risque donc de commencer à me menacer. Mais lorsque vous dites la vérité, vous avez peur de menaces? Non, pas du tout. Bon, je vais donner par exemple, je vais donner un exemple concret. Les ministères de la Défense. Est-ce que vraiment ces ministres-là de la Défense avaient vraiment l'expertise pour qu'on puisse le mettre là-bas? Je ne crois pas. Et voilà la preuve. J'ai même regardé, donc, j'ai vu la fois passée, j'ai regardé une vidéo de son petit déplacement qu'il a fait à l'intérieur du pays. Et tu vois vraiment qu'il n'était pas, bon, d'après ce que moi j'ai vu, il n'était pas vraiment à l'aise. Tu vois, quand tu fais des voyages dans des endroits là où il y a la guerre, tu peux voir que cette personne-là est à l'aise. Cette personne-là n'est pas à l'aise parce que si tu n'es pas habitué avec ça, si tu n'es pas habitué à entendre des coups de feu, là, tu ne seras pas du tout à l'aise. Donc, le ministre de la Défense qui... Oui, moi je trouve que non, que vraiment ça, c'était pas sa place à lui. Okay. Et il n'y a pas que lui, il y a d'autres ministères qui sont là. Je peux commencer à les citer, mais donc ça ne sert absolument à rien. Et vous pensez qu'avec le gouvernement d'union nationale, le chef de l'État doit réparer? Il doit absolument réparer ça. Et cette fois-ci, vraiment, on ne peut pas nommer des gens pour le plaisir de nommer les gens. Cette fois-ci, les chefs d'État doivent vraiment étudier les dossiers de tout un chacun. Ils doivent aussi faire aussi un effort de mettre de nouvelles personnes aux têtes de tous ces ministères-là. On ne peut pas toujours continuer à voir la même personne qui était ministre de deux gouvernements passés et le gouvernement passé encore, il était encore ministre, et cette fois-ci, il sera encore ministre. On doit changer aussi les choses, on doit changer, on doit déplacer tous ces gens parce qu'ils sont tellement trop à l'aise là où ils se retrouvent qu'ils ne veulent plus travailler normalement. Ils ne veulent plus travailler. Le président a besoin d'aide. Parce que moi, je suis fatigué d'entendre toujours qu'on continue toujours à blâmer le président pour tout. Oh oui, c'est ça, oh non, ça c'est oui. Mais c'est lui qui nomme aussi, les gens blâment le chef de l'État parce que c'est lui qui nomme. Oui, c'est lui qui nomme, mais il ne connaît pas, mais lui aussi, il est aussi conseiller. Ce sont les partis politiques qui envoient les noms, on envoie, c'est lui qui choisit et qu'on sort à oui, la fin, c'est la décision du chef de l'État. Voilà pourquoi les gens, quand les choses ne marchent pas, les gens s'attaquent au président de la République parce que c'est lui. Oui, c'est parce que le président de la République fait confiance à ses collaborateurs, Il fait confiance à son conseil spécial qui est chargé d'aller chercher, parler dans tous ces gens-là qui sont intéressés pour venir travailler. Pour venir travailler avec lui. Alors, il leur fait confiance. Le président ne peut pas être partout. Il ne peut pas tout savoir, il ne peut pas tout étudier. C'est pour ça qu'il y a des gens tout autour de lui pour l'aider. Et si ces gens-là ne font pas leur travail, ça sera difficile pour que le président puisse aussi faire un bon travail. Donc là, c'était pour le compte de l'Union sacrée, dont vous demandez au chef de l'État un peu de changer les choses, de faire un bon casting pour ce gouvernement d'Union de cohésion nationale. Mais du côté de l'opposition, vous pensez que l'opposition va accepter, va venir, va répondre à cette invitation, cette demande du président de la République? J'espère bien, mais je sais que sûrement il y aura quelques personnes qui vont accepter et d'autres qui ne vont pas accepter parce que souvent, j'entends déjà que les gens
parlé déjà, qui sont en train de dire que non, le chef de l'État cherche à s'éterniser au pouvoir. C'est pour ça qu'il cherche maintenant à changer, à faire sortir encore un autre gouvernement. Bon, ça, tout ça, donc ça ne dépend que d'eux-mêmes. Mais j'espère bien que tu auras quand même beaucoup de gens, surtout les grandes têtes de l'opposition qui vont accepter. Parce que dans ce moment ici, le pays a besoin de nous. On doit travailler. Sinon, parce qu'avec la façon dont vont les choses, on risque de perdre ce pays. Mais alors si l'opposition ne venait pas? Alors là, tout dépendra maintenant du président lui-même. C'est lui le chef de l'État. C'est lui qui prendra la décision. Ce n'est pas à moi de prendre la décision donc, de sa part. Mais je reviens à ma question. En quoi le gouvernement d'union nationale va sortir la RDC de sa crise sécuritaire qui sévit actuellement? Moi, je dirais ceci. Les seuls moyens de faire un effort de sortir de cette crise sécuritaire, c'est de mettre des bonnes personnes, des gens qui ont l'expérience à la place qu'il faut. Sans ça, il n'y aura jamais une solution. On peut faire sortir de nouveaux gouvernements chaque 6 mois, il n'y aura pas de solution. Mais bon, puisque il n'y aura pas de solution, il faut mettre des personnes à la place qu'il faut, mais puisqu'on parle de ces gouvernements de cohésion nationale, le PPRD, qui est un parti de l'opposition, hier à l'issue de sa réunion politique, ce parti affirme que la constitution d'un gouvernement dit d'union nationale ne constitue aucunement une solution à la crise actuelle. De 1960 à ces jours, le gouvernement d'union nationale n'a jamais apporté des solutions pérennes aux crises qu'a connues le pays. Le parti de Joseph Kabila a raison. Ce parti politique dit que le gouvernement d'union nationale ne constitue aucunement une solution à la crise actuelle. Le PPRD a raison. Bon, raison, je dirais pas vraiment. Parce que si on fait sortir un bon gouvernement avec des gens qui ont beaucoup d'expérience, avec des gens qui vont travailler sérieusement pour ce pays, avec des gens qui vont réellement faire leur travail, ça peut marcher. Moi, je trouve que ça peut marcher parce que ce qui est aussi très important, c'est quoi? On doit quand même avoir un dialogue entre nous les Congolais, c'est-à-dire le pouvoir et l'opposition. Les gens doivent essayer, parce que maintenant on se retrouve dans un moment vraiment très critique. On a besoin de parler ensemble, on a besoin de trouver des solutions. La solution ne viendra pas toujours de l'extérieur. On doit premièrement travailler entre nous Congolais, s'entendre et prendre des solutions, prendre des résolutions qui vont nous aider, qui vont aider le pays à avancer. Sans ça, on sera toujours dans une même situation. Donc pour vous, le PPS, le PPRD ne le dit pas par expérience, parce qu'ils ont géré le pays pendant 18 ans. C'est par expérience que ce parti politique arrive à dire qu'une formation d'un gouvernement dit d'union nationale ne peut pas résoudre la crise sécuritaire. Mais les PPRD eux-mêmes aussi, quand ils étaient au pouvoir, il y avait toujours la guerre, non? Mais c'est par expérience que le PPRD peut-être dit ça. Expérience, je ne crois pas vraiment, c'est par expérience, c'est par je sais pas. Mais d'un côté, je dirais que non, ils ont un petit peu raison, mais ils n'ont pas vraiment raison à venir à 100% parce que on peut toujours trouver une solution, même tant qu'on cherche à bien s'organiser, il peut toujours avoir une bonne solution. Mais d'abord, il doit aussi y avoir un dialogue entre nous les Congolais, c'est très important. Mais le dialogue des Congolais ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait des lustres que la RDC a toujours résolu ce problème, notamment autour d'un dialogue. Avec Joseph Kabila, il y a eu aussi un gouvernement de cohésion nationale. Il y a eu le 1+4 qu'on a connu dans ce pays. Et voilà pourquoi je repose encore ma question. Est-ce que ce n'est pas au regard de ces échecs, gouvernement de cohésion nationale, après il n'y a rien, gouvernement de cohésion d'union nationale, après il n'y a rien. Est-ce que cette fois-ci, sous le régime du président Félix Tshisekedi, ce gouvernement d'union nationale va réussir? Comme j'avais dit avant, ce gouvernement peut réussir à une condition,
qu'on mette des gens, des bonnes personnes à la place qu'il faut. Des gens qui ont l'expérience premièrement. Et des deux, on doit quand même sentir l'autorité de l'État. Des trois, tous nos militaires qui sont au front, on doit s'occuper d'eux. Sans ça, parce que on doit vraiment s'organiser, on doit organiser notre armée. Parce qu'avec tout ce qui se passe là-bas à l'est du pays, c'est vraiment honteux, c'est honteux. Et ça ne peut pas continuer ainsi. Ça ne peut pas continuer ainsi. Oui, c'est vrai que donc, si on ne change pas les personnes qui sont à la tête des ministères, il y aura toujours échec. On va toujours continuer à échouer. Alors c'est pour cela que je dis ceci, que les présidents de la République, cette fois-ci, s'il vous plaît, faites un effort de changer un peu donc les gens que vous mettez à la tête des ministères. Mettez des gens qui ont l'expérience, mettez des gens qui ont l'amour du pays, mettez des gens qui vont réellement travailler pour vous, pour le pays. Lorsque vous demandez au chef de l'État de mettre des gens qui vont réellement travailler pour lui, mais ce sont vous, le parti politique, qui envoyez les noms. Le casting, si on doit commencer, au lieu d'attaquer le chef de l'État, là, parce que vous avez dit que 2 fois on attaque les chefs de l'État alors que ce n'est pas lui, alors la population doit s'attaquer au parti politique parce que c'est vous qui envoyez le nom auprès du chef de l'État. Alors ce sont les partis politiques aujourd'hui, s'il y a de problèmes, le problème revient au parti politique parce que c'est vous qui faites le casting et vous envoyez le nom au président de la République et le chef de l'État fait son choix par rapport au nom que le parti politique envoie. Oui, ce qui est vrai, mais comme j'avais dit avant, les chefs de l'État ne connaissent pas tout ce monde, tous ces gens-là. Mais les partis politiques connaissent le président du parti politique, le secrétaire général du parti politique, parce que vous vous mettez ensemble, vous connaissez les compétences de tout un chacun au sein de vos familles politiques. Oui. Lorsque vous envoyez pour un ministère de la Défense, vous dites que non, on doit envoyer peut-être un médecin, ça c'est pas le chef de l'État, c'est au parti politique, c'est à vous déjà, parce que vous travaillez pour, vous êtes un parti politique pour le développement du pays, alors faites un bon casting, vous proposez que non, Monsieur le Président, pour le ministère de la Défense, on a un expert, il y a ça, on passe qui sera. Bien, s'il y a 3 personnes que vous allez envoyer le nom auprès du chef de l'État, que ces personnes-là soient réellement des technocrates. La faute alors revient auprès de vous, parti politique. Oui, c'est vrai, d'un côté, oui. D'un côté, vous avez raison, oui, oui. Et en tout cas, non, ce serait une bonne chose. Si on peut changer la façon de faire les choses maintenant, ça sera bien. Ça sera une bonne chose. Mais au sein de mais vous soutenez l'ACER, vous soutenez cette initiative du gouvernement de cohésion nationale? Oh, oui, 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 ça sera. Si cela va un peu essayer de changer les choses, si cela va aider aussi le pays, oui, pourquoi pas. Si bien vous n'êtes pas convaincu que... Non, bon, on espère, on ne sait pas, on sait pas. Non, mais en tant que parti politique, vous pouvez donner votre position, dire que pour nous, on trouve que ce n'est pas important. Pour nous, on estime que non, le président de la République doit avoir ce gouvernement. Bon, moi, je dirais ceci, que je trouve que c'est quand même important, parce que donc, le gouvernement Soumouna a déjà fait une année, je crois, déjà. Ils ont déjà fait une année, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de bon? Absolument rien. Alors, s'il faut changer ce gouvernement, moi je dirais que non, oui, allons-y, faisons, on doit le faire. Ben, on ne change pas le gouvernement, mais c'est pour la cause de la situation à l'Est qu'on veut changer, parce que là, vous allez... oui, bien sûr, en espérant qu'avec le nouveau gouvernement, qu'on trouvera quand même dans de bonnes solutions pour arrêter ce qui se passe à l'Est du pays. Mais avec l'Union sacrée, est-ce que s'il y aura maintenant au gouvernement de cohésion nationale, au sein de votre famille politique, on a toujours entendu que lorsque les choses ne marchent pas, c'est la faute des autres. On a vu avec les gouvernements d'Union nationale, il y avait avec Moïse Katumbi et tous ces autres partis politiques, avant vous accusez toujours les autres. Quand ça ne marche pas, ce n'est pas le régime, tu sais qu'elle dit, c'est la faute des autres. Avec tout ça, est-ce que vous pensez que l'opposition va venir, va accepter cette démarche du chef de l'État? Parce que quand ça va barder, vous allez dire que c'est de l'opposition, c'est pas nous. Oh, j'espère bien. J'espère bien. Bon, comme j'avais dit avant, je connais déjà d'autres opposants qui vont accepter, d'autres que j'ai un peu de doute s'ils vont dire oui ou non. Mais des peurs que si ça ne marche pas, vous allez dire que c'est l'opposition. Non, on n'a rien fait. Non, mais tu sais... Quand tu acceptes d'entrer dans un gouvernement,
quand vous acceptez qu'on puisse vous donner quelques postes ministériels, si réellement vos membres ils vont très bien travailler, pourquoi est-ce que vous avez peur? Parce que donc, si par exemple, la CH dit non, que disent que non, au Guimamon, toi, on a droit à un poste ministériel, on te mettra au ministère de l'Intérieur par exemple. Si je travaille bien, si mon parti politique a confiance en moi, que si je travaille bien, si je fais très bien mon boulot, où sera le mal? On n'aura pas honte. Mon parti politique sera très fait de moi. Même le président de la République qui sera que non. En tout cas, ce monsieur en tout cas travaille bien. Bon, il n'y aura pas de problème. Hein. Non, pas du tout. On a déjà vécu l'épisode avec le FCC Cash. Oui. Le FCC Cash, oui, bien sûr. Mais tu sais, tous ces gens-là, ce sont des vieux loups. Donc, ce sont des gens qui étaient là seulement pour faire leur business. Moi, je ne crois pas qu'ils étaient là vraiment pour travailler pour le pays. Je ne crois pas ça. Mais là, quand vous êtes resté aussi seul, c'est toujours la faute des autres. Mais écoutez, quand vous avez un gouvernement et que vous avez par exemple, je vais donner un exemple, les ministères par exemple de l'économie. On a un ministre qui est là, un tuteur qui est là. Son travail, c'est quoi? C'est de se rassurer de s'occuper de l'économie du pays. Mais on voit que les choses ne font que s'empirer. Donc, la monnaie congolaise ne fait que chuter. Et la pauvreté ne fait que augmenter. À qui est-ce qu'on donnera la faute? Au ministre de toute l'économie, non? Jusque-là, est-ce que le régime Tshisekedi a bien géré le pays depuis le deuxième mandat du président de la République? Vous estimez que les choses vont bon train? Pour être honnête, vraiment, je dirais quand même, il y a des domaines de côté que oui, quand même, il y a des gens qui travaillent. Je ne dirais pas que tous les membres du gouvernement ne travaillent pas bien. Il y a des gens qui travaillent bien, qu'on voit quand même, qui sont en train de faire des efforts pour bien travailler. Mais il y a d'autres personnes on ne sait même pas si vraiment ces ministères-là, si ces gens-là existent. Mais il y a quand même des gens qui travaillent bien. Quand même, il faut quand même être aussi honnête. Mais dans la globalité, la gestion du chef de l'État pour son deuxième mandat, bien que maintenant secoué avec la situation sécuritaire à l'Est. Deuxième mandat, il vient à peine de commencer. Ça fait seulement une année depuis qu'il a commencé. 6 ans au pouvoir. Oui, 6 ans au pouvoir, mais il ne faut pas oublier que les 2 premières années, c'était pas facile pour lui. Parce que quand il n'a plus le pouvoir, il y avait déjà la guerre qui était déjà là. Et il devait aussi, il avait beaucoup de choses à faire. Alors. Mais il y avait la guerre, mais est-ce que vous pensez que on accuse notamment certains, surtout au niveau de l'opposition, on dit que le chef de l'État, son arrivée au pouvoir, il a notamment mal géré cette question au tout début. Ça devait être sa priorité, les priorités, comme il le disait lors de sa campagne électorale en 2018. Bon, les constats est tel qu'on est en train de vivre. Vous pensez qu'il y a eu une légèreté, notamment dans la gestion de la situation sécuritaire à l'Est, qui nous a conduit jusqu'à ce stade? Non, mais il n'y a pas vraiment eu une légèreté venant du président de la République. Mais tu sais, lui, premièrement, il ne faut pas oublier une chose, que le président, c'est un civil. Donc tout ce qui est donc militaire, armée, tout là, ça, c'est pas vraiment son domaine. Il n'a fait qu'apprendre. C'est pour cela qu'il a des conseillers. C'est pour ça qu'il y a des généraux qui sont là pour le conseiller, pour le parler, pour l'expliquer exactement de ce qui se passe. Mais le problème qu'il y a, c'est quoi? Le président n'est pas là-bas au front. On fait toujours rapport de ce qui se passe là-bas. Mais malheureusement, ces rapports est souvent un rapport là vraiment avec beaucoup de tricherie, beaucoup de fausseté, beaucoup de mensonges, malheureusement. Parce que tu vois, il y a les présidents reçoivent souvent des rapports qu'on dit que non, oui, ici, à un tel endroit, il y a une affaire de 10 000 éléments qui sont là. Mais en vérité, ce n'est pas le cas. En vérité, il n'y a que peut-être 2 000 éléments qui sont là-bas. Mais le président n'est pas là sur place. Comment est-ce qu'il saura? C'est pour ça que moi je dis ceci, que le président doit vraiment changer un peu son entourage, changer un peu ses conseillers. Il doit vraiment donc avoir, il doit prendre des gens qui sont vraiment honnêtes envers lui, des gens qui vont vraiment faire leur travail, des gens qui sont aussi sur le terrain. Parce que la plupart des gens qui sont là, ils ne sont même pas sur le terrain. Ils ne vont même pas sur le terrain. Ils sont toujours dans leur bureau, ils ne sortent pas. Seulement s'ils doivent aller donc
faire leur commerce ailleurs. C'est comme ça qu'ils vont sortir de leur bureau. Et ça, c'est pas bien. Mais si on arrive à ne pas ces personnes n'arrivent pas à donner la vraie information au président de la République ou bien la truquer, vous pensez qu'on a un problème de patriotisme dans notre pays? Ah oui, un grand problème alors. Un grand problème. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Congolais qui ne pensent qu'à leur ventre. Ils pensent pas au pays. Et dans tout ça, qui paie les pots cassés? Les présidents de la République. Parce que c'est tout le monde qui ne fait que lui blâmer. Parce que c'est lui qui est le chef de l'État. Mais le président ne peut pas être partout. Il ne peut pas être partout. Mais d'après vous, que serait cette cause de ces manques du patriotisme de certains Congolais, des personnes qui sont censées protéger, ils sont nommés, ils sont placés quelque part pour travailler pour le pays, mais qu'ils arrivent à le trahir pour leurs intérêts personnels. Ça peut être quoi? Ça c'est plus, donc, moi je dirais, premièrement, l'égoïsme. L'égoïsme, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui ne font que penser à eux-mêmes. Ils ne pensent pas à l'avenir du pays, ils ne pensent pas à la population, aux besoins de la population, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Il y a souvent des gens qui viennent travailler, ils veulent travailler seulement pour aller faire leur commerce. Ils ne sont pas là pour travailler pour le pays. Ça se voit à l'œil nu. C'est pour ça que moi je demanderai au président de la République ceci. D'arrêter un peu de faire revenir toujours les mêmes personnes dans carrément tous les gouvernements. Ce n'est pas une bonne chose. On doit changer donc ce cercle-là. On doit changer ça. Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui peuvent aussi bien travailler pour le pays. Ce ne sont pas toujours les mêmes personnes, Monsieur le Président. Ce ne sont pas toujours les mêmes personnes. Mais quelle attitude alors que les Congolais doivent adopter à l'heure actuelle par rapport à la crise sécuritaire à l'Est? On doit faire un effort de faire confiance aussi, de faire confiance à nos soldats. On doit vraiment faire un effort d'aimer notre pays, sincèrement. Parce que tant qu'il n'y aura pas vraiment un amour vrai pour notre pays, il n'y aura absolument rien. Parce que à l'allée où vont les choses, on risque de perdre beaucoup de ce pays. Les bons Dieu nous on risque de perdre beaucoup, ça signifie quoi? C'est-à-dire on risque de perdre donc nos terres, spécialement à l'est du pays. Déjà parce que on parle déjà de la balkanisation. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Mais c'est fort possible que ces gens-là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais jusqu'à ce que donc, les choses vont se passer, donc, vont se passer ainsi, c'est là qu'on saura que non, que oui, effectivement, c'est ce qu'ils ont toujours voulu faire. Monsieur Kimamoni, est-ce que les Congolais doivent faire confiance au président de la République, qui est le garant de la nation, un jour voir que cette crise finira? Oui, bien sûr, on doit le faire confiance parce qu'en le faisant confiance, c'est ça qui va aussi lui donner aussi le courage de continuer toujours à bien travailler. Je sais que le président n'est pas parfait. C'est un être humain. Il a aussi ses erreurs. Mais on doit continuer à le faire confiance. On doit continuer à le parler. Il a besoin, comme il est là, il est entouré de beaucoup de traîtres. Et c'est pas du tout... La RDC, c'est un grand pays. Le président ne peut pas gérer tout le pays seul. Il a besoin de tous ces gens-là. Malgré. Alors, on doit faire un effort de le faire confiance. On doit aussi, donc, de notre part aussi, on doit aussi être patriote. C'est-à-dire quoi? En supportant, en étant derrière nos militaires qui sont là-bas en train de payer les pots cassés à cause de nos officiers qui ne font pas leur travail. Monsieur Kimamoni, nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de la fin? Moi, je dirais ceci. J'aime beaucoup mon pays. J'aime beaucoup la RDC. Comme vous savez, je suis des pères et des mères. Alors, je dirais que cette fois-ci, espérons que cette fois-ci, le président de la République va se rassurer que les gens qui sont à la tête du pays, à la tête de nos institutions, seront des gens qui vont vraiment bien travailler. Parce que c'est très important. Notre président de la RDC, rassurez-vous maintenant que vous devez vous rassurer que cette fois-ci, les choses seront différentes.
on doit quand même sentir l'autorité de l'État. Ça, c'est très important. Tant qu'il n'y aura pas ça, rien ne va marcher. Rien ne va marcher. Et aussi, surtout dans notre armée, vous devez changer tous ces gens-là qui ne font pas leur travail. On doit aussi penser aussi à changer un peu donc, la structure qui est donc dans notre armée, la FRDC. On doit changer ça aussi. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons reçu sur ce plateau de l'émission à l'écoute Monsieur Ogi Mamoni, qui est cadre du parti politique ACER, du député national Eliezer Tamwe. Quant à moi, je vous retrouve le vendredi prochain à la même heure, 10h30. Nous sommes en direct sur A30 Télévision et sur notre page Facebook Actu30. Au revoir. Listening. À l'écoute. Yokamela. Kusikiliza. Udi umvwa nyonso ange tu bamuke wa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer.